beat, they're calling your name. You drew lickety split in the first round. You okay with that? Yeah. Don't give a fuck who it is. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est moi-même Michael Raman. On va faire une vidéo exceptionnelle avec un invité exceptionnel, donc je laisse présenter. Salut, moi c'est Roméo. Je tenais à remercier Michael de m'avoir invité sur sa vidéo pour partager notre opinion sur le sujet du jour. Une petite rétrospective sur un artiste qui nous a particulièrement marqué pendant notre adolescence et encore aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut préciser, c'est que là on est chez Roméo, donc je le remercie de nous avoir donné ce cadre parfait pour cette vidéo. Donc on va parler du seul et unique Eminem, aka Slim Shady, aka Marshall Mathers. Eminem, c'est un artiste qui compte beaucoup pour nous, parce qu'on est tous les deux des grands fans de hip-hop, de rap américain. Et Eminem, c'est un artiste qui a traversé les années, qui a une carrière ponctuée de haut et de bas. Et dans cette vidéo, on va vraiment revenir sur les moments spécifiques de la carrière d'Eminem, donc les moments où on a commencé à le découvrir, ce qui nous a le plus impacté dans sa carrière, tant positivement que négativement. On va revenir sur l'ensemble de ses projets, parce que mine de rien, il a plus de 20 ans de carrière quand même. Et Eminem, c'est aussi un rappeur qui est entouré de Dr. Dre, de 50 Cent, voilà, toute sa vie en fait, c'est vraiment un film. On a même fait un film, donc du coup c'est pour vous dire à quel point la trajectoire du MC, c'est comme si tout était écrit en fait. Pour cette première partie, on va d'abord dans un premier temps revenir sur notre rencontre avec Eminem, notre rencontre avec son univers, c'est vraiment la musique d'Eminem, parce qu'en fait nous, on est de la génération 90, donc là Eminem en 99, il sort son premier album, nous on a 8-9 ans à peu près, on était plus dans d'autres délires à l'époque, mais Eminem c'est devenu un artiste mainstream très très vite en fait. Moi, la première fois que j'ai découvert Eminem, je devais avoir 10-11 ans. 11 ans précisément, c'est à la sortie de The Eminem Show en 2002. Et du coup, je voyais un petit blondinet déguisé en Robin à la télévision qui passait sur MTV en boucle, et, avec un refrain ultra entêtant, super catchy. Du coup, je pouvais pas m'empêcher de vouloir réécouter cette chanson en boucle. Il faisait beaucoup référence à la pop culture dans cette chanson. J'aimais beaucoup le clip qui était très cartoonesque avec ses références à Batman et Robin. Et je trouvais ça vachement osé de sa part de se foutre de la gueule ouvertement de Ben Laden. À une période où on avait encore tous en tête les événements du 11 septembre 2001, c'était quoi, à peine un an après, à peine, parce que je crois que l'album est sorti en mai 2002. Donc ouais, c'était moins d'un an après ce triste événement qui se moque ouvertement comme ça de Ben Laden à la fin de son clip, quand ça m'avait fait. Ça me faisait rire et du coup c'est comme ça que j'ai découvert Eminem, j'ai commencé à kiffer son son. La première fois, mes premiers souvenirs d'Eminem, moi, c'est directement 99, où j'ai 9 ans en gros. Il y a l'album Slim Shady LP qui sort. Et moi, la première fois que je vois l'univers d'Eminem, en fait, c'était genre l'anniversaire de quelqu'un de ma famille, c'était chez ma grand-mère en fait. Et puis il y avait la télé. Nous, on jouait là avec mes cousins. Et puis à la télé, il y avait ce clip qui passait, c'était le clip de My Name Is. Et en fait, ça m'avait tout de suite interpellé parce que le clip, bon, c'est très coloré, c'est un délire. Tu vois ce personnage et puis même la musique, tu vois, le refrain, il est simple, il est entraînant, le beat est minimaliste, mais ça percute tout de suite. Et j'étais pas un enfin je connaissais pas la musique, il y avait mes grands frères et grandes sœurs qui écoutaient beaucoup de rap à l'époque. Et là en 99, c'était l'époque, les Puff Daddy, Coolio, c'était ce genre de choses. Et puis il y avait Eminem, My Name Is qui sortait. Donc ça c'était mon premier souvenir, mais vraiment mon deuxième souvenir le plus impactant, c'était The Real Slim Shady de Marshall Mathers. Je l'ai découvert quelques mois après la sortie de l'album. En fait, quand j'ai découvert ce single, c'était le Slim Shady qu'on connaît tous, c'est un clownesque au possible, trash, dans le clip il y avait énormément de choses qui se passaient avec tous les Eminem blonds là, qui est le vrai Slim Shady, quand il crache dans le burger, c'est vraiment c'est un truc de dingue en fait. Et après à ce moment-là, j'ai commencé à me dire putain mais en fait le rap c'est une musique qui est drôle, tu vois. Genre en fait moi j'étais plus attiré par le rap parce que je trouvais ça marrant, parce que derrière il y avait des morceaux très sombres où il disait beaucoup de gros mots. Et du coup on comprenait pas l'anglais, forcément ça passait, tu vois. Aussi on peut ajouter à ça que c'est les premières chansons qu'on a découvertes d'Eminem, généralement c'était ces bangers, en gros ces chansons qui étaient tournées dans le but d'un clip pour faire découvrir l'album. Donc ça a été My Name Is, donc
Et The Real Slim Shady, il a un aspect, il est très goofy dedans, on va dire. Exactement, ouais. Côté très goofy, très accessible pour tout le monde. Mais après, quand tu plonges dans ses albums, là, tu te rends compte, tu découvres un aspect beaucoup plus sombre de la personnalité d'Eminem, ce qui rend le personnage aussi très attachant. Moi aussi, Without Me, quand il sort, en fait, ça confirme ce que je voyais dans My Name is The Real Slim Shady, avec tout ce que tu as sorti tout à l'heure par rapport aux parodies qu'il sort. Juste après Without Me, il sort The Eminem Show. En fait, The Eminem Show, moi, je sais pas toi, mais c'est le premier album d'Eminem, moi, que j'écoute genre du début jusqu'à la fin, tu vois. Il sort en 2002, je l'achète, et moi je l'ai écouté, et c'était vraiment le premier album. Et après The Eminem Show, c'est là où je suis replongé sur The Slim Shady et The Marshall Mathers. T'as eu de la chance. Ma daronne, en fait, elle voulait pas m'acheter. C'est le parental advisory. Je passe le bonjour à ma mère. Big up à la daronne, mais elle était pas trop fan de rap à l'époque, et puis elle a eu le petit parental advisory sticker. Ça s'est dit non, ça c'est pas pour lui. En même temps, on peut la comprendre, j'avais 11 ans, tu vois. Ouais, elle voulait pas m'acheter l'album. C'est fou quand même. Ouais. C'est une bonne mère quand même. Ah ouais, carrément. Mais bon, du coup, j'avais juste accès à Without Me, qui passait en boucle à la radio à l'époque, qui passait sur MTV aussi. Mais du coup, j'étais grave frustré parce que l'album, je pouvais pas l'écouter, quoi. Les gens ne voulaient pas me l'acheter. Du coup, il se trouve que j'ai un pote à moi, il avait The Marshall Mathers LP chez lui, donc le premier album que j'ai découvert d'Eminem, enfin le premier son que j'ai découvert d'Eminem, c'est Without Me. Et le premier album que j'ai écouté en intégralité chez moi en cachette, c'était The Marshall Mathers. D'accord. Pour moi, c'est un album qui est bien plus hardcore et violent que The Eminem Show. Il est tellement sombre cet album. Et puis quand tu tombes sur des skits, des skits dans The Marshall Mathers LP qui sont juste invraisemblables quand t'as ton speech, quoi. Exactement. Invraisemblable, et aussi, donc il y a l'aspect que nous on découvre quand on est vraiment gosse, tu vois. Et il y a aussi un autre aspect, c'est qu'en fait, moi je dirais que typiquement un album comme The Marshall Mathers LP, qui sort maintenant en 2019, c'est très compliqué, parce qu'il sort des choses dedans, voilà, au niveau des lyrics, des paroles qui disent, que ça soit fictionnel ou pas, tu vois. C'est des mots qui, maintenant, avec les réseaux sociaux et tout ce que ça sort, la résonance est totalement différente. Même il a sorti les trucs, bon ça a fait polémique à l'époque, mais s'il le ressortait aujourd'hui, je suis pas sûr que il pourrait sortir ça sur Non, je pense pas. Sur I'm Back, il dit qu'il a eu 15 gamins issus de Columbine, qui leur filait à 47 ou je sais pas quoi, enfin qui fait référence au massacre de Columbine de l'époque. Et aujourd'hui, c'est des événements qui arrivent malheureusement très fréquemment. Je suis pas sûr que ça passe pas. C'est sur cette chanson où il parlait de bien-aimée Jennifer Lopez et qu'il m'a dit que si c'était sa mère. Oh putain, la punchline trop sale, ouais, si c'était sa mère, il aurait à la fois un fils et un frère. Ouais, voilà. Ça, c'est typiquement en fait ces trois premiers projets d'Eminem. Ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment il y a plusieurs entités en fait à chaque fois. Il y a Slim Shady qui montre toute la planète avec My Name Is. Et quand on écoute l'album, la plupart des morceaux de ce premier album, c'est clairement ce personnage. C'est très goofy comme tu l'as dit, ça parle, c'est très trash, mais on n'arrive pas à le prendre au sérieux parce que ce qu'il dit c'est très fun. Et puis on commence à voir des traces du Marshall Mathers sur 97 Bonnie and Clyde notamment, où il est en train de scénariser en fait le meurtre de sa femme, Kim, et son ex, des fois qui était sa femme. Enfin, ils étaient ensemble, ils se remettaient plus ensemble, c'était un peu irrégulier à l'époque. Les chansons qu'il écrivait sur elle, c'était un peu comme une forme de défouloir, quoi, pour pouvoir justement extérioriser toute la rage qu'il habitait par rapport à ses multiples séparations avec sa femme slash ex. Ils avaient une relation très tumultueuse et du coup il canalisait ses émotions au travers de ses écrits, quoi. C'est comme ça. Et ça, c'est ce que beaucoup de gens ne comprenaient pas en fait. C'est qu'au travers de sa musique, finalement, il faisait que canaliser ses émotions. Exactement. Mais c'est comme dans un film, c'est drôle parce que les gens ils faisaient le parallèle avec la musique, ils disaient qu'il était vachement décrié, il faisait polémique, mais je veux dire, à l'époque, il y avait des films tout aussi violents qui pouvaient sortir. Voilà, c'est ça. Avec de la violence graphique, même des images. Alors que là, ça reste quand même relatif. Enfin, c'est des mots en fait. Ouais. Peut-être que. Moi, je pense qu'il y avait un problème aussi à l'époque par rapport à l'image que le rap avait. Parce que là, on sort un peu. En fait, 99, c'est post-meurtre de Tupac et Biggie. Et puis après aussi, derrière, ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, il y a aussi l'image dégradante envers la femme, etc. Et je pense que ça a contribué en fait à donner une image au rap qui facilite encore plus le fait de pouvoir directement clasher. Parce qu'après, ça datait même de NWA sur Straight Outta Compton où il y avait des mecs en
Voilà, exactement, qui cassaient leurs CD, tout ça à la sortie, et Dr. Dre a dit on s'en fout. De toute façon, ils ont acheté des CD, donc à la limite, ça nous fait des ventes. Mais effectivement, ces 3 premiers projets, c'est des projets qui nous auront le plus marqué en fait, très clairement. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on l'a découvert quand on avait 11-12 ans, donc là, c'était l'époque du collège. Moi, personnellement, encore plus jeune. moi, j'ai découvert à l'école primaire. En fait. Ouais, bah 8 ans. Mais après, tu vois, genre, je m'attardais pas plus que ça. C'est bizarre. Hein, genre direct le rap. En fait, c'était programmé que Michael Ramane le rap, c'était écrit. Mais moi, du coup, it was written like that. Exactement. Classique. Et du coup, le truc, tu vois, c'est qu'au collège, c'était bizarre parce qu'en fait, il y avait une partie des gens qui écoutaient Eminem, mais c'était vraiment plus sur le côté fun, tu vois, plus le côté qui fait rire. Et moi, je me rappelle que moi, au collège, moi, j'étais vraiment un peu le seul qui m'attardait vraiment sur la partie d'Eminem qui faisait pas rire. C'était le freak, toi. Voilà, j'étais le mec qui était le mec. T'étais le mec qui écoutait, tu vois, dans son coin seul tout. Voilà, au fond de la classe et tout ça. Et le truc, en fait, c'est que pour moi, il y a un film que Eminem, il sort, qui résume, en fait, c'est un film, on va dire, semi-autobiographique, parce que là, c'est clairement, ça se passe à Détroit. Eminem est originaire de Détroit, Michigan. Il a grandi dans un environnement essentiellement composé d'Afro-Américains. Il a été élevé par une mère seule, en fait, parce que son père l'a abandonné très très tôt. Et il a participé à des battles. Et il avait pour objectif derrière d'enregistrer des maquettes pour pouvoir être futur MC, quoi. Et le truc, en fait, c'est que ce film, quand il sort, moi je ne le vois pas au cinéma. Moi je l'ai téléchargé illégalement sur, je crois que c'était Casé au début. C'est pas bien de faire ça. Personne ne télécharge maintenant. Hein, il est sur Netflix, je vous invite à regarder. Voilà, c'est ça. Et le truc, en fait, tu vois, c'est que quand le film il sort, 8 Mile, moi en fait j'étais déjà grave conscient des décharges qu'on s'est mangées avec My Enemies, Without Me et de Slim Shady. Et 8 Mile, en fait, ce qu'on voit pendant le film, en fait, c'est clairement, alors il n'y a plus le Slim Shady, tu vois, c'est un côté beaucoup plus sombre et beaucoup plus brut, beaucoup plus réel, en fait. Et moi, quand j'écoute ça, ça crédibilise encore plus, en fait, le rappeur qui est Eminem, tu vois. Tu prends plus au sérieux le fait que Slim Shady, c'est un personnage à part à prendre dans sa discographie, mais il y a le rappeur qui a fait des battles, qui a galéré, qui vivait dans sa mobil-home avec sa mère. Là, au lieu de mettre sa fille, là, il met en scène genre une petite sœur, en gros une demi-sœur, hein, celle qui joue la petite fille. Oui. Donc on voit qu'il n'y a pas tout. Après, faut pas oublier que c'est 8 Mile, c'est pas une autobiographie, c'est une biographie. Hein. Voilà. C'est un film qui s'inspire de sa vie. Voilà, mais c'est pas. Il y a plein d'éléments fictionnels. Voilà, exactement. Pour le coup, sa petite sœur, elle n'a pas existé, quoi. Ouais, je pense que ça remplace un petit peu ce que aurait pu être sa fille, peut-être. Ouais. Oui. Parce qu'après, en plus, dans le film, il y avait un personnage qui disait qu'elle était enceinte de lui, il me semble, une fille. Donc je pense que ça pourrait être un peu genre la Kim. Après, on se son ex-copine, son ex-petite copine qui vient tout juste de se séparer. Ouais. À un moment, je sais pas si ça serait elle, Kim, ou ce serait l'autre qui l'a trompé à un moment dans le studio. Non, moi je pense plus que Kim, c'est la nana qui est enceinte. D'accord. Et moi, du coup, très clairement, quand je découvrais 8 Mile, quand je regarde, malheureusement, je l'ai vu en version française. J'aurais aimé le voir en version originale. Heureusement, les battles c'était en version originale, tu vois. C'est pareil, j'avais dû attendre sa sortie en DVD. La daronne, elle voulait toujours pas m'emmener le voir au cinéma, quoi, tu vois. J'ai dû faire un genre de caprice pour l'avoir en DVD. Moi, je l'ai découvert en VO, mais j'étais tellement frustré parce que je me souviens quand on avait les clips qui passaient à la télé, tu vois, nous sur scène. Tu vois, bon, il est sorti en quelle année? Il est sorti en mars 2003 ou avril 2003. Non, il est sorti en 2000. Il est sorti peu après The Eminem Show. Ouais, c'est 2003, j'en suis sûr. Février, mars, avril 2003. D'accord. Mais il est sorti peu après. Et juste après les Eminem Show. Du coup, voilà, bon, je venais de découvrir Eminem, mais j'étais à fond dedans et tout. Puis je voyais après avoir découvert Without Me, j'avais eu le temps, l'occasion d'écouter Eminem Show. J'étais à fond dans le délire Eminem, et puis là je vois le Sur-Scène à la télé. Ouais, putain. Et puis franchement, le Sur-Scène, quoi, quel morceau. Quel morceau, quoi. C'est juste. T'as envie de tout réussir en fait dedans. Ouais, c'est clair. Et c'est un peu la continuité aussi de. Parce que tu vois, en fait, Eminem dans sa carrière, il commençait à faire ces morceaux un peu de motivation, Till I Collapse, clairement. Ah ouais. C'est le morceau que t'écoutes en salle, genre pour tout défoncer. Alors, Lose Yourself, c'est le morceau un peu que tu utilises quand. Tu sais, genre, t'as besoin de te mettre en confiance dans quelque chose. Voilà, exactement. Aïe, petite prestation de Romeo, mais franchement, Lose Yourself. Et du coup, 8 Mile, clairement, à la fin du film, moi je me suis dit, putain, j'ai envie d'être rappeur. J'ai envie de faire des battles, j'ai envie de faire des clashs. En fait, l'héritage de 8 Mile,
c'est juste un truc de ouf quoi. Ouais. 8 Mile a vachement influencé déjà aussi la suite de la carrière d'Eminem pour le coup. Il s'est vachement exposé médiatiquement. Par contre, c'est aussi ce qui a amené à la chute d'Eminem par la suite, parce qu'il était vachement sollicité pendant la période Eminem Show avec Mile et compagnie. C'est ça, ouais. Il a énormément bossé et du coup il a commencé, je crois que c'est à cette époque qu'il a commencé à faire un tube, si je me trompe, je crois que c'est à partir de cette époque-là qu'il a commencé à prendre des vidéos. Ouais. Même si on prenait déjà Il était déjà drogué sur les autres albums, mais il n'était pas aussi. Mais là c'est de la dépression en fait. Tiennent, parce qu'il y a le famous, il y a le fait qu'il y a le succès en fait, tout ce que ça contribue. Et puis derrière, je pense, c'est aussi le moment où Eminem, le côté business, il ressort de plus en plus parce que là, il découvre 50 Cent. Donc il est découvreur de talent, il fait des prods aussi, parce que la produit notamment. Du coup, alors, si on parle de 50 Cent, on peut aborder Get Rich or Die Die Trying, qui sort aussi sorti en quelle année pour le coup? C'était Get Rich or Die Trying, il sort en fin 2002, début 2003. Ouais. Donc avec G-Unit. Donc ça sort un peu à la même période. T'as Eminem qui est vachement sollicité de toutes parts. De par le fait qu'il a fait découvrir 50 Cent et Eminem Show, Mile, tout ça réuni fait que il va partir en cacahuète par la suite. C'est ça exactement. C'est ça qui est compliqué en fait, c'est de garder, parce que ce qu'il faut savoir c'est que dans le rap en fait, les rappeurs ils ont vraiment ce run qui, si on prend comme exemple Snoop Dogg, lui il va commencer, son run il va commencer sur The Chronic, où en fait il écrit les textes pour Dre, il rappe sur tous les morceaux, après il sort Doogie Style et son run il va s'arrêter là parce qu'il doit aller en prison, tu vois. Et il y a d'autres rappeurs pour revenir à la nouvelle génération, genre Kendrick Lamar, son run il commence en 2011 jusqu'à là 2018. Et on se rend compte qu'en fait Eminem, si on regarde bien sa carrière, c'est très court le moment où il fait l'unanimité, tu vois. C'est 99, 2003, 2004. Encore, tu vois. Pour moi, il est vraiment au sommet de son art sur Eminem Show, clairement. Après, le soufflet se dégonfle un petit peu, même si il est devenu huge en ce moment. Eminem, juste, mais ses 3 premiers albums, c'est vraiment ses opus majeurs, on va dire, dans sa discographie. Bien qu'il y en a d'autres, à mon sens, et je crois à ton sens aussi, qui comptent énormément, mais ouais. Et du coup, je revenais tout à l'heure sur le fait que Eminem travaillait donc avec Shady Records, qui crée juste après la sortie de Slim Shady LP. Donc il n'a pas attendu longtemps, il avait toute son équipe. Donc, il y avait les Bass Brothers qui faisaient la plupart des instrus. Je crois qu'ils sont présents depuis. Maintenant, ils sont présents depuis fini. Exactement. On n'en a pas parlé parce qu'on l'a pas découvert tout de suite. On va en parler juste après parce qu'il y a quand même un sujet sur cet album. Mais du coup, voilà, Eminem il produit aussi. Après, j'ai jamais vraiment vu moi de vidéo où tu vois Eminem en train de faire du beatmaking. Il produit très fort. Voilà, je pense qu'en fait il produit. Parce qu'après il a vraiment une sonorité qui lui est propre. Quand tu écoutes des chansons comme The Cross sur l'album de Nas, Renegade de Jay-Z. C'est lui qui a produit Renegade? Ouais, c'est lui qui a produit Renegade. Et d'ailleurs, c'est drôle de souligner à quel point Eminem il tue Jay-Z sur sa propre track. Sur sa propre track. Pour moi, il est largement au-dessus. Il t'a oublié quoi? C'était sur l'album Blueprint de Jay-Z, je crois. C'est ça, ouais. Donc le premier opus parce que c'est une trilogie Blueprint. Ouais, il y avait Blueprint 1, 2, 3 qui est sorti en 2010. Mais ce qui est Eminem, il surclasse Jay-Z sur Renegade. Ah ouais, mais de ouf. La Renegade de Jay-Z. et ouais, du coup, Shady Records, il produit, il fait aussi partie du D12, son groupe de Détroit, avec Proof, malheureusement qui nous a quittés en 2006, donc Rest in Peace Proof. Donc en fait, c'est là qu'on voit vraiment que dans un très très court instant, quelques années, Eminem il a condensé en fait tout ce que. C'était le roi du rap game en fait. Il était imbattable, il faisait beaucoup de clash aussi. On va en revenir juste après. Parce que en plus, d'ailleurs, pour revenir à dire que le deuxième album de D12 qui est sorti. Ouais. D12 World. D12 World que ça comprenait aussi 2004. Ouais.